Ce matin, nous allons parler de la mobilité connectée. La mobilité connectée, ça peut sembler, ou ça aurait pu sembler il y a quelques années, comme un effet de mode, comme quelque chose qui était très loin de la réalité des usagers et de nos concitoyens. Et puis, les technologies vont vite, les usages se répandent, et aujourd'hui, on voit que dans un certain nombre de grandes villes françaises, pour ne parler que des grandes villes françaises, eh bien, l'usage du smartphone pour dématérialiser les titres de transport, pour les acheter en ligne, pour valider son passage dans un tramway, dans un bus, demain dans un train, eh bien, sont en train de gagner du terrain. Il y a aujourd'hui à peu près 3 millions de smartphones qui sont équipés d'une puce NFC. Il y en aura vraisemblablement à la fin 2014 une douzaine de millions, ce qui veut dire que nous sommes passés de l'innovation à l'usage. Et ça, c'est très, très important. Et puis, quelques villes ont été pionnières. Ces villes qui ont été labellisées, villes leaders du sans-contact, il y a 2 ans ou 3 ans, ou villes numériques l'année dernière, Strasbourg est de celle-là. C'est pourquoi son maire est chez lui, d'abord ici, et avec nous ce matin. Roland Ries, député maire de Strasbourg, inaugurera un système dont il nous parlera dans quelques instants. Il en est d'autres. Bon, j'ai lancé un système de cette nature il y a 8 jours à Caen. Il sera opérationnel à partir du 1er juillet avec un système de dématérialisation des titres de transport et une validation avec le smartphone. Et puis, bien évidemment, tout cela présage l'interopérabilité demain, présage aussi des innovations plus nombreuses qui faciliteront la vie des usagers, des citoyens, qui fluidifieront aussi la montée dans les outils de transport, qui permettront une meilleure information pour organiser son déplacement. C'est de tout cela qu'il sera question ce matin. Alors je vais laisser à Michel Agege, qui est le co-organisateur de ces petits déjeuners, le soin de présenter nos invités, la problématique de ce matin, et puis nous pourrons les uns et les autres ensuite échanger avec eux. Comme vient de le dire le Président, nous sommes tous ici pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans le domaine de la mobilité, qui devient théoriquement au moins, parce que tout le monde n'est pas concerné, de plus en plus connectée, intelligente, diront certains. Que se cache-t-il derrière ce concept ? Sous le nom de Tranquillien, la SNCF vient de lancer une nouvelle application pour téléphone portable, pour téléphone intelligent justement, smartphone, permettant aux usagers de choisir un train moins bondé. L'avenir dira si elle contribuera au confort de chacun. Derrière ce système figurent, me semble-t-il, 2 points essentiels sur notre sujet. L'ouverture des données par l'opérateur, le fameux open data, et son enrichissement par les remontées des voyageurs, qui deviennent de plus en plus fournisseurs d'infos. Et nous allons parler de tout ça, n'est-ce pas ? Comme de nombreux autres, cette application cache une ambition plus large, optimiser les réseaux existants, se substituer aux infrastructures nouvelles, favoriser l'intermodalité, le report modal, les systèmes coopératifs tout en luttant contre congestion, CO2, stress, insécurité, bref, tout ça est très ambitieux. Des villes sont pionnières, Philippe Duron les a citées, Lyon, Caen, Nice, Strasbourg. Les initiatives sont prises avec succès, comme l'auto ou le vélo partagé, la billettique sans contact. Bientôt, je l'inclus dedans, nous en débattrons, la taxe poids lourd. La mobilité connectée pourrait nous emmener très loin. Il faudra cadrer et circonscrire le propos. Nous n'avons qu'une heure et demie devant nous. Au fait, de quoi parlons-nous ? Quelle technologie ? Quelle interopérabilité ? Qui gouverne ? Qui paye ? Quel modèle économique ? Quel risque pour les libertés ? Etc. Les 3 intervenants vont donc répondre. À tour de rôle, et donc sur le plan de la méthode, vous la connaissez un peu tous maintenant, chacun d'entre eux répondra, s'il le veut bien, aux questions que je leur poserai à tour de rôle, de façon assez courte et de manière à laisser de la place aux questions. Alors, je crois que je n'ai pas franchement besoin de les présenter. Donc,
Jean-François Janin est chef ou directeur, je ne sais pas quel est le terme exact, de la mission Transport Intelligent à la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer du ministère. Roland Ries, c'est non pas député mais sénateur, j'ai cru comprendre, sénateur-maire de Strasbourg. Et par ailleurs président de la grande association d'élus qu'est le GART. Et Carlos Moreno, retenez bien s'il vous plaît c'est les deux titres par lesquels il se présente, est à la fois chercheur et entrepreneur civique. Alors, avec votre autorisation, je voudrais commencer par vous, Carlos Moreno, à la suite de la petite introduction que j'ai faite. Pour nous aider, c'est un peu le sens d'ailleurs de la première question que je souhaitais vous poser. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi, selon vous, on parle, comment circonscrire ce vaste sujet et quelle est votre vision de cette mobilité connectée Est-ce que c'est un outil de nouvelle mobilité dématérialisée? Qu'est-ce que sait-on faire ou pas faire dans le domaine? Bon, en 2 mots, comment voyez-vous le sujet? Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le maire, sénateur de Strasbourg, Jean-François. C'est un plaisir d'être ici pour débattre, discuter donc sur ce sujet si important qu'on a ciblé autour de la mobilité connectée. Je ne vais pas être trop long donc, pour pouvoir effectivement donner l'occasion de discuter tous ensemble, mais il me semble important de fixer, je dirais, quelques repères sur ce qui se cache derrière ces mots de mobilité connectée. Il y a 3 points qui me tiennent à cœur. Donc, le premier, c'est que la mobilité connectée ou déconnectée, en fait, c'est surtout à retenir le fait que la mobilité, c'est un usage. C'est un usage qui s'est fait dans les cadres d'une vie, donc on va dire dans la cité, mais il n'y a pas que le ville. Donc il y a quelques jours invité pour parler sur le Grand Paris et les grandes infrastructures métropolitaines, mais il y a quelques semaines, Christian Perret m'a fait l'amitié de m'inviter aux assises de la Fédération des villes moyennes. Et je pense que la problématique de la mobilité est avant tout un usage qui concerne la manière comme nous nous relationnons dans notre ville avec l'environnement qui est le plus proche, donc notre lieu d'habitat, le lieu de travail, les lieux où on exerce les loisirs, la manière comme nous, on va donc utiliser non seulement des infrastructures, mais comme on va utiliser un ensemble de ce qu'on appelle un écosystème pour pouvoir donc accomplir cette fonction sociale. C'est d'abord l'usage social de la mobilité. Le fait qu'on parle de mobilité connectée, ça implique par cette notion de connectivité un rappel de ce qu'on appelle donc la puissance des numériques, la diffusion des numériques, ce qu'on appelle donc l'ère de l'ubiquité, c'est-à-dire la capacité à disposer au travers d'une intelligence qui est portée sur énormément d'appareils, le smartphone, vous en parlez tout à l'heure, mais embarqué sur les véhicules ou ailleurs, donc des outils qui nous permettent donc d'améliorer cette notion donc d'usage. Donc cette notion de connectivité, elle est plus pour nous rappeler la puissance du numérique dans une période où sur 7 milliards d'habitants sur la planète, il y a 6 milliards d'objets connectés, dont 4 milliards donc, de smartphones. Le troisième point que je souhaiterais soulever, c'est l'importance de signaler que la mobilité fait appel à une chaîne de la valeur dans laquelle les mots-clés, c'est avant tout, vous l'avez dit un instant, l'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité de sortir des démarches verticales propriétaires pour aller vers des démarches transversale, donc de interconnexion, de capacité d'agrégation de services à l'échelle donc de la ville, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. C'est-à-dire que quand on va parler, par exemple, donc, de NFC pour la téléphonie, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'exploit de pouvoir communiquer avec des smartphones pour accéder à son ticket, c'est de pouvoir utiliser un moyen qui permet en même temps donc, de se mobiliser dans les bus, mais pourquoi pas avec les mêmes aller à la bibliothèque,
Pourquoi pas avec les mêmes accéder aux services donc, de restauration, l'université. Pourquoi pas accéder à services dématérialisés dans des bibliothèques. Voilà, il y a cette notion, je dirais, de transversalité, d'interopérabilité qui, pour moi, devient aujourd'hui l'enjeu donc, essentiel. Donc, je résumerai en disant, d'abord l'usage donc au collectif, l'usage citoyen, l'usage qui n'est pas la possession mais la dépossession, c'est-à-dire on sort d'une période où on possédait un moyen de transport pour accéder à une fonction sociale, la mobilité, pour vivre dans une ville vivante. Deuxièmement, donc, la connectivité, pour moi, c'est le rappel de la capillarité du numérique comme puissance au service donc, des usages citoyens. Et troisièmement, donc, l'interopérabilité pour décloisonner les services et penser la ville de manière transverse et faire donc, ce qu'on appelle de la mutualisation au travers de cet instrument puissant qu'on appelle la plateforme à l'âge de la multitude, c'est-à-dire de l'agrégation des usages et des services, non seulement par les technocrates qui produisons nous de la technologie, je parle en tant qu'entrepreneur, mais pour avoir une vision, c'est mon côté civique, beaucoup plus large, dans laquelle on agrège d'autres services que ceux que la technologie possède, puisque le futur n'est pas les smart cities, mais les smart citizens, ce que j'appelle, voilà, les citoyens futés, solidaires et responsables. Très bien, merci beaucoup. Roland-Ris, est-ce que vous avez cette même vision, le Grand Élu, que vous êtes d'une grande ville qui a mis déjà en application, on en parlera peut-être un peu après dans les détails, mais globalement, pour nous approprier le sujet, quelle est votre vision des choses, s'il vous plaît ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. En feuilletant le petit dossier qui m'a été remis, j'ai vu la thématique de base. Une technologie, mobilité connectée, une technologie ou un mode de vie. Oui, mais en fait, c'est une technologie pour un mode de vie. C'est à partir d'une nouvelle technologie que, à mon avis, on est en train de modifier en profondeur, je ne veux pas dire on va changer la vie, hein, mais on est en train de modifier en profondeur le rapport des citoyens avec la mobilité en général et avec les transports publics en particulier. Moi, je voudrais partir d'un chiffre qu'on a souvent cité et qui, à mon avis, doit nous faire réfléchir. Si, par miracle, demain, on arrivait à faire un transfert modal de 10% de la population sur les transports publics à partir de leur voiture, il faudrait augmenter de 100% l'offre. 100% l'offre. Vous imaginez la difficulté pour le faire, dans le contexte d'aujourd'hui en particulier. Pourquoi est-ce que je cite ce chiffre ? Parce que je crois que avec les smartphones, avec la connexion, on peut mieux utiliser l'existant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter, hein, bien sûr, mais il est impensable qu'on augmente de 100% dans un avenir prévisible. Les collectivités, que ce soit au niveau national ou au niveau local, n'en ont évidemment pas les moyens. Donc, je dirais que cette mobilité connectée est quelque part un impératif catégorique. On est obligé d'aller dans cette direction-là, et ces technologies, aujourd'hui, elles se développent considérablement et elles facilitent le rapport, comme je l'ai dit, des citoyens avec la mobilité et avec les transports publics. Alors, à quoi ça sert concrètement ? Ça sert d'abord effectivement à développer de l'information en temps réel et de l'information sur les difficultés que l'on peut rencontrer dans le voyage intermodal que l'on projette. C'est ce qu'on a fait à Strasbourg en lançant, il y a maintenant déjà 2 ans et demi, StrasPlus, un service d'information sur téléphone mobile qui concerne aussi bien l'état de la circulation, les chantiers, le stationnement, le transport public. Donc l'information est évidemment essentielle, notamment pour ceux qui ne sont pas habitués à un réseau, à l'utilisation d'un réseau. Ceux qui entrent dans le réseau, les nouveaux entrants, si je puis dire, ou ceux qui viennent d'ailleurs et qui découvrent un réseau qu'ils ne connaissent pas. Donc je crois que cette information, c'est très important, et on a une utilisation large aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi, de StrasPlus. Depuis hier,
on a mis en place un autre dispositif qu'on appelle YouGo. C'est pas Hugo, c'est YouGo. Une application NFC qui permet alors cette fois l'achat et la validation de titres sur téléphone portable. Ça passe toujours mieux NFC. en anglais ou pas? Pardon? Ça passe toujours mieux en anglais Oui. Je crois que pour les systèmes connectés, c'est malheureusement, alors on va dire, c'est du franc-anglais, mais c'est quand même plutôt de l'anglais. Donc ce système que l'on est en train de mettre en place est un système qui finalement peu coûteux et léger pour le réseau. C'est-à-dire qu'on a consenti quand même un investissement d'1 million d'euros, mais on travaille avec les valideurs existants, c'est-à-dire en mettant des puces permettant effectivement de valider sans changer tout le système. C'est important parce qu'on l'a fait il y a quelques années, c'est un système coûteux, et donc on a trouvé ces modalités, disons, permettant d'attendre éventuellement une nouvelle génération de valideurs, parce que ces valideurs qu'on a en place aujourd'hui, autant les utiliser comme je viens de l'indiquer. Donc avec son téléphone NFC, le client peut préparer son déplacement, puis acheter directement son titre de transport et prendre le transport public. Donc c'est bien un outil qui favorise l'accès au transport public, contribue donc au report modal et à une meilleure utilisation du réseau existant. Il facilite l'accès au transport public et offre donc davantage de liberté, de facilité aux clients. Ils ne sont plus obligés d'aller en librairie pour acheter des livres, au théâtre pour acheter des places, ou au supermarché pour faire leurs courses. Eh bien, c'est le même système pour le transport public. Nos clients ont donc la liberté de commander leur titre de transport où ils veulent, quand ils veulent. C'est juste une manière de s'adapter à l'évolution des modes de consommation. Les distributeurs de la grande consommation le font, les opérateurs de mobilité commencent à le faire aujourd'hui, à Strasbourg comme ailleurs. C'est donc aussi l'image de notre secteur, qui parfois est un peu archaïque. Pardon. En pleine modernisation. Oui, en pleine modernisation, mais c'est une étape supplémentaire dans cette modernisation. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire, et pas seulement en expérimentation, parce que les expérimentations, on les a faites. Aujourd'hui, c'est la transformation des réseaux pour qu'ils soient connectés et adaptés à ces nouvelles technologies. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Merci. Jean-François Janin, quelle est la vision de l'État? Et en 2 mots, parce que c'est une problématique que vous affrontez au quotidien. Et d'ailleurs, puisque votre mission concerne les transports intelligents, est-ce qu'il y a une différence entre connexion et intelligence? Oui, bien sûr. Il ne suffit pas d'être connecté pour être intelligent. Bon, mais enfin, il vaut mieux l'être pour que l'intelligence se développe. Ce que je voudrais dire, c'est que les technologies avancent encore plus vite qu'on ne l'imagine, et que dans le monde des télécoms aujourd'hui, si vous posiez cette question, vous n'auriez pas la même réponse que celle qui a été donnée tout de suite, et pourtant ça a un sens sur les transports. Je m'explique, on parle aujourd'hui de systèmes coopératifs, donc dans le domaine des télécoms, puisqu'il y a eu une réflexion qui est aboutie dans les 2-3 dernières années sur les systèmes de télécommunications qui permettront de connecter, de relier des objets dans lesquels il y a des ordinateurs, donc de relier des ordinateurs qui seront mobiles. Et parmi les objets dans lesquels il y a des ordinateurs, il y a évidemment les voitures, mais il peut y avoir les bus, il peut y avoir les personnes qui sont dans des bus. Et l'idée est que tous ces objets-là ont vocation à se parler ensemble, et non pas seulement à se parler par l'intermédiaire de leur propriétaire qui dit « Allô, je te connais, voici où je suis », etc. Les objets savent où ils sont, les objets peuvent envoyer des messages et les objets peuvent recevoir et dialoguer entre eux. Alors ça, pour les voitures, il y a une réflexion spécifique, ce qui fait que les voitures, bon, de certaine manière, elles étaient en avance, mais maintenant elles vont pouvoir être peut-être un petit peu dépassées par ce qu'on est capable de faire sur des transports publics, puisqu'ils sont beaucoup développés, les transports publics. Donc maintenant, c'est la voiture qui essaye de reprendre un petit peu de l'avance. Et on a imaginé une fréquence qui est celle d'un espèce de grand Wi-Fi, qui est disponible aujourd'hui avec des capacités de communication sur
sur l'ordre du kilomètre, qui donc permettront d'avoir des balises le long des routes. Par exemple, disons en ville, sur les carrefours, puisque ça donne à peu près la dimension de carrefour à feu. Le carrefour à feu pourrait être un lieu où il y a une balise et où les véhicules peuvent recevoir de l'information, peuvent en donner et peuvent même communiquer à d'autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que les véhicules eux-mêmes peuvent se communiquer entre eux. Donc une voiture qui en rencontre une autre peut dire est-ce que ton application a bien reçu les derniers messages que moi j'ai reçus il y a 1 minute par exemple en étant à côté d'un feu rouge. Moi j'ai eu quelque chose que je sais que je vais te dire et à ce moment-là je te le dis. Et de cette manière, au bout de quelques minutes, finalement un ensemble de mobiles peut avoir une information de même niveau sur ce qui se passe dans la ville, sur les infrastructures, sur les événements, sur des accidents qui se sont passés qui pourraient avoir un sens par rapport à leur mouvement. C'est un réseau social automobile, quoi, finalement. C'est un petit peu ça, mais automatique. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que quelque part, il y ait eu un pilotage, parce que c'est automatique, mais ça veut dire qu'il y a aussi quelqu'un qui a lancé des choses dans le système pour éviter que ça ne devienne absolument n'importe quoi. Et donc c'est une nouveauté au sens où je dirais, les objets peuvent travailler entre eux, et ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau par rapport à ce que l'on connaît, puisque même un téléphone ne dialogue pas spontanément avec un autre téléphone. Enfin, on peut le faire un peu en peer-to-peer, on peut le faire un peu en Bluetooth, mais finalement c'est quand même pas ça l'usage majeur, tandis que là l'usage serait effectivement d'avoir des véhicules qui sont connectés, mais les bus aussi peuvent dialoguer avec les feux rouges pour demander la priorité, et puis les véhicules d'urgence peuvent dire aux autres attention, je suis là, laissez-moi la place, etc. Ça, c'est la première idée de coopération. Il y a une autre idée de coopération, c'est que ça ne prend pas la place des systèmes existants. C'est-à-dire que les véhicules ont déjà des applications qui sont connectées par 3G, 4G, etc. Et donc là, il n'y a pas d'opposition. Au contraire, il est bien prévu dans les protocoles que lorsque le système connecté, enfin le système coopératif ne fonctionne pas ou fonctionne mal à certains endroits, on repasse par les 3G, 4G si ça existe, et puis on utilise les différents réseaux disponibles en fonction du coût, de la disponibilité, selon des règles qui peuvent être utilisables qui peuvent être déterminées par les utilisateurs eux-mêmes. L'autre idée, c'est que dans cette logique, on travaille sur des normes internationales, et en fait l'objet, ce nouveau réseau a été conçu d'une façon ouverte, donc on n'est pas avec un système propriétaire de 3 sociétés. Alors, quand on va dans le détail, probablement des tours de main qui ne sont pas si répandus que ça, et puis on est quand même dans les nouvelles technologies où même si c'est ouvert, celui qui fabrique 1 million de systèmes par jour va avoir un prix inférieur à celui qui en fait péniblement 10 000 par an, quoi. Bon, mais on a quand même la possibilité d'intégrer avec d'autres choses. Et l'autre innovation qui vient en même temps, mais qui finalement ne prend un sens que maintenant, c'est le fait que la voiture elle-même devient ouverte, c'est-à-dire que les 30 ou 40 microprocesseurs qui sont dans une voiture, qui représentent 1 million de lignes de code à peu près, ces objets-là, qui ont déjà un système entre eux de communication, le bus CAN qu'on appelle, Control Area Network, donc un système contrôlé. Ce système est ouvert maintenant. Enfin, il était déjà ouvert, mais il va pouvoir l'être plus, et il va pouvoir communiquer avec un autre système dans une autre voiture ou avec l'infrastructure. Donc, il peut recevoir des informations du style aujourd'hui, à cet endroit-là, on est dans une zone où il y a de la pollution, par exemple, donc le véhicule est prié de se mettre dans un mode de fonctionnement qui correspondrait à la pollution en termes de vitesse limite, en termes peut-être d'injection dans le moteur, enfin, choses à déterminer, mais qui sont effectivement imaginables. Et inversement, le véhicule pourrait dire, sur requête de l'infrastructure, la vitesse à laquelle il roule, la vitesse à laquelle il a roulé dans les 15
minutes précédentes, par exemple, pour avoir une idée du fonctionnement du réseau et donc faire des prévisions et lui renvoyer des informations. Donc vous avez quelque chose là qui s'ouvre d'une façon assez large. La seule difficulté, entre guillemets, c'est que personne ne sait véritablement comment ça marche. On n'a pas d'expérience sur ces sujets-là. Mais il commence à y avoir des démonstrations. Une démonstration aux États-Unis il y a quelques semaines maintenant. On a pu envoyer une personne du ministère, une petite équipe qui a pu y participer. Donc ils ont équipé 3000 véhicules en seconde monte pour la plupart d'entre eux. Je crois qu'il y en a une soixantaine qui avaient été faits en première monte pour avoir des systèmes un peu plus maîtrisés. Mais autrement, c'est des boîtiers qu'on a mis avec de la colle sur des voitures existantes qui ont commencé à dialoguer avec des applications qui pour nous paraissent un petit peu étonnantes. Alors, des applications assez simples pour annoncer qu'il y a un événement sur la route, mais comme ils voulaient faire des choses qui soient un peu plus immédiates et plus en rapport avec ce qui est un peu la vision de la sécurité routière, ils ont imaginé un service dans lequel un véhicule qui passe un feu rouge quand il est rouge, donc qui constitue un danger pour les autres, informe, ou le feu rouge informe les autres véhicules qu'il y en a un qui vient de passer au feu rouge. Bon. Alors c'est quand même dans une logique qui n'est pas tout à fait la nôtre, dans laquelle on pense encore en France que quand il y a un feu rouge, les voitures vont s'arrêter, et donc quand on est vert, on peut continuer sans trop ralentir. Bon. Aux États-Unis, la notion de feu rouge, feu vert n'est pas gérée tout à fait de la même manière. Le contrôle automatique ne serait pas le même. Le code de la route n'est pas tout à fait le même en définitive. Et donc ça s'est constitué, semble-t-il, pour eux, un risque, et il paraît assez intéressant pour eux de dire qu'on va protéger la sécurité routière en offrant un service de ce genre. Alors c'est le sujet aujourd'hui, maintenant, entre les spécialistes, de dire qu'est-ce qu'on va faire comme démonstration dans les mois, années qui viennent, parce qu'il y a des projets européens et français là-dessus, et de quoi finalement va-t-on parler au public, puisque c'est quelque chose de nouveau. Il faut bien expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va en faire, il ne faut pas se tromper sur l'image qu'on donne au début de ce genre de service. Merci beaucoup. Deux remarques très rapides. Je constate que vous parlez surtout de voitures. Et puis je me disais, comme ça en rêvant, est-ce qu'on peut équiper aussi 3000 bus d'un coup pour faire des tests? C'est un peu moins facile. C'est peut-être quelque part une explication de l'avance qu'ont prise les voitures. On y pense aussi, mais c'est peut-être plus significatif pour le monde de la voiture que pour le monde du bus, puisque un bus est déjà connecté à une plateforme et il y a déjà par exemple, déjà de façon opérationnel, des systèmes de priorité donnés au bus ou donnés au tramway pour qu'ils puissent avoir un passage au feu rouge sans s'arrêter. C'est quelque chose de connu. Jean-François Janin, est-ce que vous voulez bien, mais de façon ramassée, si vous voulez bien, garder la parole? On va changer le sens pour répondre à la seconde question qui vous interpelle directement, mais qui interpelle évidemment Roland Ris dans la foulée. Comment ça se gouverne tout ça? Qui gouverne la mobilité connectée? Est-ce que les collectivités publiques doivent-elles l'orchestrer ou simplement l'accompagner à travers la définition de normes ou de règles d'interopérabilité? Vous y avez fait allusion. Avec quels effets pour les territoires? Quel est votre... En quelques mots, là aussi, s'il vous plaît, quelle est votre vision des choses, un problème de gouvernance? Merci. Alors, si je reste dans la logique de ce que je disais, le nouveau système, les nouveaux systèmes appellent à ce que les autorités qui sont les responsables de la gestion de l'infrastructure, et je dis bien de la gestion de l'infrastructure et pas forcément la gestion des transports publics ou la gestion de la circulation routière ou de la sécurité routière. Les autorités qui sont responsables d'avoir mis un panneau à un endroit disant qu'il y allait avoir le marché sur la place du village le samedi matin, ou que c'était interdit de stationner, ou qu'on a mis un feu rouge pour donner un croisement avec une autre voie. Les autorités qui sont maîtres des lieux vont avoir à intervenir dans le système de la mobilité. Alors qu'aujourd'hui, finalement, les autorités je dirais, en charge des transports publics, celles qui sont en charge de la sécurité routière, finalement ont une vision un peu plus large, sur des territoires un peu plus vastes, et finalement ont un peu oublié qu'il y avait quelque part un gestionnaire de la voirie qui a finalement maintenant des possibilités nouvelles et renouvelées d'attribuer à un usager, à un moment donné, pour un usage déterminé, certains droits
d'être là, de faire éventuellement du commerce, de prendre des piétons qui deviennent des passagers de son véhicule, etc., en fonction de ces nouvelles méthodes, moyens de communication qui permettent d'aller dans le détail des transactions, des droits, des paiements, de l'identité des gens aussi, parce qu'il y a ça derrière. Qu'est-ce que je vous ai donné comme droit? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Et ça change assez profondément les choses. Alors c'est un des moyens, c'est un acteur nouveau finalement sur la mobilité en général qui avait été un peu oublié puisqu'on voyait la mobilité de façon de plus en plus large en regardant les utilisateurs collectifs, etc. L'autre idée, c'est que très clairement, la mobilité ne devient plus, enfin de mon point de vue, je pense que ça c'est une question de politique publique. Alors je le dis sous ma propre autorité, hein, qui n'est pas celle des ministres qui auront peut-être à s'exprimer un jour là-dessus, mais il me semble qu'on pourra de moins en moins considérer que la mobilité est un phénomène individuel. C'est-à-dire que chacun s'équipe comme il le souhaite, en fonction de l'argent qu'il a, de possibilités techniques d'aller où il veut, quand il veut, et de dépasser les autres, et d'avoir sa mobilité à lui, quoi. Je crois qu'on a de plus en plus là des images de connexion et donc de nécessité de gouvernance et de gestion collective de la mobilité, où la mobilité finalement va s'arrêter avec un certain nombre de droits et d'obligations pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. Je crois. La vision très claire du président Riss sur les transports publics dans leur fonctionnement classique sont déjà presque à leur limite, puisqu'ils ne pourraient pas prendre 50% de la mobilité avec les méthodes que l'on a utilisées jusqu'ici, amène à ce que, on imagine quand même de pouvoir déplacer des personnes ou des objets d'une façon différente, par exemple en développant le covoiturage. Le covoiturage, ce n'est plus tout à fait une mobilité dont vous êtes le seul maître, parce qu'il faut que vous travailliez avec d'autres, vous vous rencontriez, vous participiez à des organisations collectives pour le faire. Donc c'est un petit peu une restriction de la liberté, bien sûr, mais c'est aussi un moyen d'accéder à une mobilité qui, après, devient impossible, puisque ça... En étant dans des voitures telles qu'on les a faites, dans des infrastructures qui sont mal gérées ou peu gérées aujourd'hui, on est dans des embouteillages. Là, on est peut-être dans des cabines téléphoniques dans lesquelles on est en sécurité au chaud, mais finalement on ne bouge pas. Donc il y a quand même un problème sur la mobilité. Votre réponse prouve que c'est compliqué quand même. Parce que je n'ai pas dit le contraire, non ? Moi j'ai retenu que finalement, qui gouverne l'opérateur non pas de transport public, l'opérateur du trafic globalement, et l'usager et le citoyen quelque part. Quelle est votre vision des choses, Roland Riss, s'il vous plaît, sur ce problème de gouvernance appliqué par vous d'ailleurs au niveau de votre ville? Oui, alors c'est effectivement un sujet sensible et important parce que l'organisation des choses d'aujourd'hui n'est pas durable. On est dans un système d'autorité organisatrice sur des territoires contigus qui se regardent en chien de faïence et qui ont tendance à considérer que ce qui compte, c'est leur territoire, et puis au-delà, c'est quelqu'un d'autre, ça ne les concerne pas. Et c'est évidemment faux. Donc, dans les discussions actuelles sur l'acte 3 de la décentralisation, on est en train d'essayer de souder les territoires, si je puis dire, et d'avoir un schéma régional d'intermodalité, avec un chef de file. Enfin, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a aussi des aspects politiques derrière tout cela, naturellement, comme toujours. Mais je crois qu'on s'oriente aujourd'hui vers la définition ou la co-élaboration, pour être, je dirais, un peu œcuménique, de schémas régionaux d'intermodalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concrètement, sur des territoires donnés, on n'est pas forcément amené à apporter des réponses uniformes aux demandes de mobilité. Il faut organiser le passage d'un mode à un autre, et de ce point de vue, le numérique, la mobilité connectée peut apporter des réponses fortes qui n'étaient pas possibles jadis. Moi, je me souviens d'une époque où on parlait des centrales de mobilité. Alors on faisait une structure où on avait les informations, on pouvait commander des billets, etc., etc.
Mais là, on a des centrales de mobilité, voilà, non, mais dans le téléphone portable, quoi. L'information est embarquée. Voilà, chacun a sa centrale, d'une certaine manière, avec son smartphone. Donc je crois que cette idée de territoire, je dirais, avec des logiques différentes, avec des zones de pertinence différentes pour les différents modes, elle est en train de se développer. Et c'est une bonne chose. Parce qu'on n'arrivera pas à créer des systèmes de transport collectif sur l'ensemble des territoires et qui soient attractifs, qui soient commodes et à des coûts économiques raisonnables. Ce n'est pas possible. Moi, je connais mieux l'Alsace que les autres régions, mais il fut un temps où on disait, voilà, il faut que chaque village d'Alsace soit relié par du transport en commun, efficace, régulier, fréquent, au reste du territoire. Ce n'est pas possible. Donc il faut arriver à définir ces zones de pertinence et à organiser le voyage successivement avec une voiture, peut-être une voiture en temps partagé, ensuite des parkings d'accueil où on organise le passage sur le tramway, le vélo pour aller vers les stations. Enfin, il y a une complexité de l'offre qui est plus facile à gérer avec ces technologies de l'information et de la communication d'aujourd'hui. On a l'information, je suis à tel endroit, je vais aller à tel endroit, quel est l'outil, les outils, je devrais dire, les outils, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont les plus pertinents pour à la fois y aller dans les meilleurs délais, si je puis dire, le moins cher, le plus commode, voilà. Et ça, le smartphone, il aidera à cela. Alors, en ce qui concerne le rôle proprement dit des autorités organisatrices, je pense qu'il faut aller dans deux directions. La première, c'est ce que nous appelons au GART les AOMD, les autorités organisatrices de la mobilité durable. Au Sénat, vous ne l'avez pas fait tout à fait comme ça, c'est ça? On les appelle les AOMU, mais bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. C'est au ministère que nous a dit. Il faut bien que ce soit la faute de Jean-François. Bon, concrètement, il s'agit de donner aux autorités organisatrices la boîte à outils complète de l'offre de mobilité sur leur territoire. C'est-à-dire qu'elles gèrent la voirie, elles gèrent le transport public, elles gèrent l'autopartage, elles gèrent le vélo en temps partagé, etc. Donc, qu'il y ait une cohérence dans l'offre et une facilité d'aller d'une offre à une autre. Le deuxième élément, c'est la coordination sur des aires plus larges. Chacun est peut-être dans son domaine, mais il faut bien qu'il y ait une autorité organisatrice, c'est ce que je disais au départ, qui soit sur un territoire vaste et qui assure le lien entre ces différents territoires et les autorités qui les gèrent. Plutôt la région, là. C'est la région. Forcément, on ne voit pas qui ça peut être d'autre. Alors, après, il faut évidemment ménager les susceptibilités des uns et des autres et faire en sorte qu'on ne soit pas à contre-courant de la liberté des collectivités locales, inscrite dans la loi de 82, je crois, les lois de fer. Chaque autorité garde sa souveraineté, en quelque sorte, mais dans une organisation qui ne soit pas incohérente et qui ne soit pas parcellisée au point que voilà, les uns ne connaissent pas les autres. En Alsace, on a depuis déjà pas mal d'années mis en place un COCO-AOT, Comité de coordination des autorités organisatrices de transport. Alors, c'est volontaire, c'est sur la base du volontariat et du consensus, mais ça ne fonctionne pas si mal. Est-ce qu'on peut aller plus loin et imposer à une autorité organisatrice une mesure dont elle ne veut pas? C'est plus compliqué, ça. Mais peut-être à travers les syndicats mixtes, enfin, on peut avancer aussi dans ce sens-là. Donc pour moi, par rapport à la question que vous posez, les collectivités publiques doivent-elles orchestrer ou simplement accompagner?
je pense que les collectivités publiques doivent être chefs d'orchestre, clairement. Pas laisser l'initiative individuelle ou même l'initiative des entreprises, fussent-elles civiques, citoyennes. Je veux dire, l'initiative à elle seule, il faut que ce soit dans un cadre et qu'il y ait une cohérence. Finalement, je retiens, parce qu'il y a une première donc, définition des mobilités connectées qui ressort de vos paroles, c'est un chef d'orchestre qui est la collectivité publique, la région, disons pour simplifier, et puis des musiciens qui sont les citoyens, les usagers. Est-ce que ça vous plaît comme définition ou c'est pas bon ça? Alors il y a des sous-chefs d'orchestre. Alors il y a des sous-chefs d'orchestre des autorités organisatrices urbaines, etc. Avec les sous-chefs. Et puis ensuite il y a des citoyens effectivement. C'est très important les sous-chefs. Oui, le chef de public. Il faut des chefs de public. On peut filer la métaphore jusqu'au bout. Carlos Morel, est-ce que vous êtes Oui, donc la vision de la gouvernance finalement, tel que vous venez de l'entendre? Oui, je vais m'inscrire dans la continuité de ce qui dit le président Ariès et je vais illustrer, je dirais, mes propos autour de ce qu'on appelle les effets sur le territoire qui ont été évoqués et la granularité territoriale. Moi, je pense qu'effectivement, au-delà de la gouvernance, dont je ne me considère pas aujourd'hui, je dirais, légitime, je pense que les pouvoirs publics et les élus donc, ont une démarche proactive, mais d'un point de vue, je dirais, des usages, mais également de la manière comme la technologie traverse, je vais donner deux éléments. Dans une échelle beaucoup plus globale, quand on parle de mobilité connectée, si on fait un dézoom à une échelle territoriale, donc on va prendre le fait que la mobilité elle prend des multiples formes. On a le RER ou équivalent, donc on a les tramways, on a les BHNS, qu'aujourd'hui on arrive dans nos collectivités, les services de bus, on a de plus en plus donc, les services de voitures partagées, on a les services électriques ou pas d'ailleurs, donc on a les services de vélos partagés. On a les véhicules, donc, je dirais, individuels, et dans certaines communes, notamment, donc on le voit, petites communes, donc le pédibus, par exemple, qui sont des instruments de mobilité dans des villes pour amener les enfants à l'école, etc. Et puis dans les villes, excusez-moi, on ne peut pas parler de tout, mais on a aussi des véhicules utilitaires qui prennent de la place. Alors, j'allais en parler justement. À être connectés entre eux et avec la collectivité. J'allais en parler justement. Donc, absolument. Donc, je disais, à l'échelle d'un territoire, donc on va dire, on a cette espèce de dézoom de mobilité. Et ces mobilités, elles touchent donc aux usagers que nous sommes tous individuels. Mais j'allais justement le dire, si on raisonne de manière systémique à l'échelle d'une collectivité territoriale, donc ça ne suffit pas pour pouvoir donc regarder la totalité de la problématique, puisque nous avons ce que vous venez de dire, c'est-à-dire tout ce qui concerne le transport des véhicules utilitaires, les camions. Moi, j'habite à Paris, donc ceux qui voient à Paris entre 7h et 9h30 du matin les camions frigorifiés qui s'arrêtent pour déposer à la frigorifique à la supérette des coins et qui créent des bouchons assez importants pendant 2 heures parce qu'avec un camion qui roule donc en quart vide, hein, donc c'est quelques palettes qui sont déposées. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui nous lient de manière territoriale, en termes de gouvernance également, sur la problématique des centres-villes. Quid donc du centre-ville et de manière, je dirais, si j'ai 2 hommes encore, quid du dernier kilomètre. Voilà, puisque c'est une problématique logistique donc d'assez haut niveau. Voilà. Vous avez un excellent numéro d'infrastructure de mobilité. Au passage, hein, que je vous ai amené. Absolument. Donc, je voudrais rajouter donc, à cette échelle, on va dire, systémique, des effets, je dirais, qui demandent au niveau de la gouvernance d'aller au-delà de considérer la mobilité. Donc, on parlait pour les voitures, donc les voitures individuelles, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure de manière plus approfondie, mais bon, à Paris, ça représente, quand il fait beau, 300 km de bouchons tous les jours, et quand il pleut, ça fait 500 km de bouchons. En sachant que 123 voitures correspondent donc à un wagon de RER, hein, pour situer un peu le contexte, pour une voiture individuelle dont le temps d'utilisation, je dirais, correspond donc à 1,1 personne, donc en moyenne à la région parisienne, hein, à l'intérieur d'un véhicule, et une voiture roule l'équivalent de moins de 3% de son temps de vie. Donc c'est pour situer les sortes de grandeur, donc ce que ça représente donc, en termes de fonctionnement. Par contre,
En termes de contribution au gaz à effet de serre, nous savons que donc, le transport, c'est un des principaux contributeurs au gaz à effet de serre, plus de 43%. Et 23%, c'est les véhicules individuels donc, qui contribuent à ces... Donc ça, voilà. vous avez raison de rappeler ces notions, mais alors donc, on est dans la question de la gouvernance. Voilà, donc moi j'ai dit que dans la gouvernance, à l'échelle des effets territoriaux, il faut avoir une vision systémique plus globale, c'est-à-dire dans laquelle les autorités, je dirais, au niveau des collectivités publiques, je pense qu'à une échelle régionale, intègrent donc ces notions, on va dire, un peu transverses, puisque il y a la problématique d'interopérabilité, il y a la problématique de l'intermodalité, mais il y a également la problématique donc, de la circulation des infrastructures, pour la gestion des infrastructures notamment électriques, des concessions des infrastructures électriques, mais également donc, la problématique de la manière comment on gère donc, la logistique, et notamment celle du dernier kilomètre. Donc moi j'ai dit tout simplement que cette échelle territoriale demande un effort de concertation qui doit être donc très fortement élargi au niveau des usagers, au niveau des utilisateurs et au niveau de la concertation pour que l'acceptabilité puisse avoir lieu. Donc quand on décide de supprimer par exemple la circulation au niveau d'un centre-ville, ce qui peut tout à fait dans certaines villes être une très bonne chose, il faut en même temps qu'il y ait une acceptabilité sociale et citoyenne pour que ça ne se retourne pas en quelque sorte, et qu'au niveau du plan des mobilités, donc les substituts soient donc efficaces et pour que ça puisse effectivement être intégré comme une avancée sociale et pas comme une contrainte, une obligation qui pose derrière des difficultés. Le Parisien que vous êtes est satisfait du changement d'affectation des voies sur berge? Personnellement, oui. À titre personnel, je trouve que Paris a beaucoup évolué dans sa gouvernance. Dans le bon sens. Effectivement, alors. Puisque aujourd'hui, la restriction donc, pour les véhicules individuels au profit des couleurs de bus, au profit donc, des véhicules partagés, de l'intermodalité avec le vélo partagé, est important parce que c'est également un cas de salubrité publique. Hein. Donc les particules fines, ce n'est pas la peine de faire en dessin, mais les effets de morbidité à l'échelle nationale liés aux particules fines dont le CO2 de véhicule est un des grands contributeurs, représente donc l'ensemble de la chaîne. C'est le rapport qui a été fait par le CEGDD en juin 2012, entre 20 et 30 milliards d'euros par an sur le compte donc, de l'État, entre 20 et 30 milliards par an. La morbidité complète, c'est le rapport du CEGDD qui a été fait l'année dernière. Oui. Encore qu'à Paris, il semble que la pollution est baissée, mais enfin, ça nous emmènerait trop loin. Roland Ries, est-ce que ce sujet... alors attendez, où en est-on là? Question 3. Question 3, pardon, excusez-moi. Mais je vous donne la parole évidemment quand même. Je pensais au transport individuel tout à l'heure. Il me semble que Jean-François Jeannin donc je disais, a beaucoup parlé de voiture parce que la voiture est quelque part pionnière en termes de déplacement, peut-être pas historiquement si on remonte très loin, mais enfin elle a vite pris le dessus. Elle a pris beaucoup d'avance en termes de connectivité, de relations véhicules, infrastructures, usagers, enfin bon, etc. Bon, la voiture aujourd'hui est en crise. Sur le plan commercial, mais l'une des manières d'en sortir, c'est de sophistiquer encore plus son équipement, comme vous l'avez rappelé. Bon. Donc du coup, son avance, elle est réelle. Est-ce qu'elle est dans le domaine du collectif, Roland Ries, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a d'abord un champ important de travail à faire, et est-ce qu'il y a des évolutions sensibles qui commencent à apparaître, qu'il s'agisse évidemment du transport urbain, mais peut-être aussi du transport interurbain? Je pense que les évolutions sont fortes. Les progrès sont constants, on le voit à Strasbourg, ailleurs. On n'est plus simplement dans l'exploration, on est véritablement dans la mise en œuvre de politiques publiques intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour peut-être alors rattraper le retard, ou en tout cas, en réalité, je pense qu'il ne faut pas opposer la voiture et le transport en commun. C'est un concept ancien, ça. Alors celui-là, archaïque. Hein. L'idée qu'on va faire du tout automobile, elle est évidemment dépassée, mais du tout transport en commun, elle est dépassée aussi. Donc cette idée, ce manichéisme-là, cette guerre des modes qui existait il n'y a pas si longtemps, 15 ou 20 ans, y compris
les mentalités, dans le militantisme du GARC de l'époque. Aujourd'hui, c'est dépassé. Je pense qu'on est sur des systèmes complexes, sur des territoires de pertinence des uns et des autres, et sur des évolutions de l'utilisation des véhicules individuels. Le véhicule individuel, aujourd'hui, la voiture, elle n'a plus la même constellation mentale qu'il y a 15 ou 20 ans, où c'était un objet de promotion sociale, enfin d'identification sociale. Aujourd'hui, notamment, je pense chez les jeunes, le véhicule, c'est d'abord l'usage qui compte. D'où, effectivement, le développement, et on a encore des progrès à faire par rapport à d'autres pays, de l'autopartagé, de l'autopartage. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir une voiture à moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une voiture disponible à un coût raisonnable et commode d'accès. Bon, c'est ce qui est en train de se faire ici à Paris, notamment. Donc je pense que ces usages nouveaux, cette mutualisation d'usage du véhicule, en fait en quelque sorte des transports, je ne vais pas dire en commun, mais des transports disponibles, alors même qu'on n'en est pas propriétaire. Ce que vous voulez dire à travers ma question, c'est que lorsqu'on est dans l'univers automobile, on est dans un univers sécurisé et bien renseigné. En faire sortir, et c'est le but du report modal, les automobilistes pour changer d'univers, ou prendre un univers complémentaire qui est celui du transport collectif, c'est le faire aller dans un milieu qui, pour l'instant, me semble-t-il, est moins sécurisant. Parce qu'il y a moins d'informations de façon fluide, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'incidents, des grèves, des suicides, bon bref, différents éléments qui surviennent sur le réseau collectif. Et bon, est-ce que là-dessus, il y a des solutions il y a plein de technologies, vous l'avez rappelé, qui apparaissent. Mais comment on fait là pour rassurer l'usager quelque part? C'est la question de la prévisibilité, mais les incidents, ils existent aussi dans l'usage individuel de la voiture. Hein. Les bouchons, par définition, oui. On tombe dedans et puis on ne peut pas revenir en arrière. Mais on en est vite informé. Enfin, avec les outils. On y est de plus en plus. Mais je pense vraiment que cette prévisibilité des incidents, et puis l'information en temps réel, ça concerne la voiture individuelle comme le transport collectif. Et on a beaucoup progressé dans ce domaine-là, y compris d'ailleurs dans la loi sur le service qu'on appelle le service minimum, oui. Où un des aspects, c'est la prévisibilité, la prévision de ce qui va se passer demain ou après-demain en cas de grève. Il y aura 50%, 60% de trains qui circuleront. Et donc, on peut adapter ces choix modaux à partir de ces informations-là, si on les a la veille, ou même si on les a le jour même, en improvisant à ce moment-là, ou en choisissant peut-être des itinéraires plus longs, ou d'autres modes que celui qui était prévu. Pourquoi pas le vélo, tiens, franchement, beaucoup de voyages sont des voyages très, très courts, où le vélo est dans sa zone de pertinence. Alors évidemment, si on a 90 ans, c'est peut-être plus difficile de prendre un vélo, mais si tous ceux qui peuvent prendre le vélo électrique, on débarrasse déjà beaucoup la voirie. Donc je pense que dans cette complexité-là, les technologies là, de l'information et de la communication, et puis la réservation, le paiement par smartphone, tout ça, ça change complètement la donne. Ok. Sur cette question, Jean-François Oui, Jeannin. c'est ça, je suis tout à fait le propos du président. Je pense qu'effectivement, il y a des problèmes complexes, mais il faut éviter de prendre des questions qui recomplexifient par elles-mêmes, puisque, en définitive, on n'a plus seulement affaire aujourd'hui à deux modes de transport. Le premier étant la voiture que je possède et que j'utilise tout seul,
et l'autre étant le transport collectif dans lequel je suis à attendre devant un arrêt qu'il y ait un bus qui veuille bien passer sans que je sache si le service n'est pas terminé ou s'il ne va pas s'arrêter, etc. Bon, je ne suis même pas tout à fait sûr s'il n'y a pas une information que c'est bien là que le bus va s'arrêter et pas de l'autre côté du carrefour. Bon. Donc avec l'information de l'usager, les paiements, etc., on a simplifié cet usage et on a sécurisé cet usage du transport collectif, mais c'est vrai qu'on arrive à la limite quand il y a un grand succès, puisqu'il y a des périodes où c'est vraiment pas très agréable, on ne peut même plus téléphoner, donc au moins dans une voiture arrêtée on peut téléphoner, donc il y a effectivement un confort tout à fait différent, et ce dont il faut s'apercevoir, c'est qu'on a créé de nouveaux modes de transport à une vitesse qui n'est pas négligeable. C'est peut-être de l'ordre d'un nouveau mode de transport par an, avec l'autolib. C'est un mode de transport totalement nouveau. Et si vous faites le rapport entre le nombre d'abonnés et le nombre de voitures, vous trouvez quelque chose comme 30 ou 40. Donc on a là satisfait avec un certain nombre de voitures les besoins, alors pas forcément tous les besoins d'utilisation d'une voiture, mais je dirais les besoins secondaires d'utilisation d'une voiture qui justifiaient des deuxièmes voitures, etc., pour 40 ou 50 personnes. Donc on a un coefficient tout à fait important. Bon, au moment où on parle d'autorité de mobilité, on voit bien qu'il faut qu'on relie la disponibilité des parkings, la disponibilité des parkings, même les parkings les P+R, les parkings relais. Hein. Il faut qu'on relie cette disponibilité et leur traitement avec l'utilisation, le caractère ouvert ou non de l'utilisation de la voiture. Puisque le premier problème que va avoir un conducteur s'il s'aperçoit qu'il y a un bouchon et qu'il a en tête que peut-être il y aurait une autre possibilité sur le transport public, serait de trouver d'abord un parking pour laisser sa voiture et avoir quelques chances aussi de la retrouver à un autre moment. Donc il faut que dans la chaîne d'information sur l'intermodalité, le parking, sa disponibilité, éventuellement sa possibilité d'être réservé, savoir comment on le paye, etc. Tout ça doit faire partie de la chaîne d'information qui est disponible. Alors je crois qu'à Strasbourg, on a eu l'idée, je pense très importante, de donner des tickets pour le transport public aux personnes qui arrivent dans une voiture, dans un parking de dissuasion, en donnant plusieurs tickets quand il y a plusieurs personnes dans la voiture, sauf erreur. Et ça me paraît effectivement quelque chose qui est tout à fait logique une fois qu'on l'a fait, et tout à fait invraisemblable quand on ne l'a pas fait, quoi. Mais c'est des choses qu'il faut commencer à inventer. Et les modes de transport, on a parlé du troisième mode en disant il y a le premier qui est la voiture en solo, le deuxième qui est le transport public, et maintenant il y a tout le reste, le troisième mode. Alors c'est un clin d'œil à la Révolution française, hein, sur le fait que finalement le tiers-état a pris une énorme place par rapport au mode précédent, et je crois que c'est un petit peu ça qu'il faut avoir maintenant, puisqu'on est mûr, en tout cas on n'a pas de difficultés majeures, sauf dans nos têtes peut-être, à faire de l'intermodalité grâce au système d'information. Donc sur ce point, Carlos Moreno. Oui, je vais toujours dans cette démarche un peu systémique introduire 2 ou 3 éléments complémentaires à ce qui vient d'être dit. Et le premier, donc les études montrent, notamment dans les agglomérations, comment la problématique de la mobilité, et avec cette problématique de la difficulté à se déplacer en ville, est particulièrement importante par rapport à la population qu'on appelle périurbaine. Donc nous savons que plus de 60% des déplacements des banlieues à banlieue, par exemple, dans les agglomérations, sont à la source de bouchons. Je parlais de 300 km de bouchons quotidiens en région parisienne quand il fait beau, 500 quand il pleut, et sont liés à cette problématique périurbaine. Donc je pense qu'en termes effectivement des schémas directeurs, des stratégies, tant qu'on n'aura pas effectivement ciblé comment améliorer de manière plus structurelle cette capacité de mobilité. J'ai discuté avec Timothy Papandreou de San Francisco, que j'ai eu l'occasion d'inviter à la conférence que j'ai organisée à Paris au mois de mars. Et donc, lui, il me disait que sur San Francisco Valley, à la Silicon Valley, où il y a des bouchons assez importants, le fait donc d'avoir eu une approche systémique pour décaler
de l'ordre donc des 5%, les arrivées donc dans les lieux de travail, s'était traduit par une libération de la pression de 25% en termes donc des mobilités. J'étais à Pessac il y a pas longtemps, donc vous voyez là à Bordeaux, non mais à Bordeaux qui est une zone de technologie, ou à Saclay au CEA quand vous allez à réunion les matins, donc entre 8h et 9h, c'est l'enfer là. Donc vous avez à partir donc des Massy-Palaiseau le bouchon jusqu'à l'entrée des Sceaux à Saclay. Et à Pessac quand on va c'est les Émile-Atlantique, voilà. Donc je pense qu'il y a une double problématique de la période urbaine. Deuxièmement, donc comment dans ces banlieues très technologiques ou très industrielles, les déplacements, donc on parle de véhicules, puisqu'ils ne sont pas assez desservis. Et troisièmement, donc, il y a une démarche liée au transport collectif, en termes effectivement de plaisir et des qualités de vie. C'est vrai que quand il n'y a pas le plaisir et la qualité de vie à l'intérieur du transport collectif, donc ce n'est pas encourageant. J'étais à Pékin, donc il y a 15 jours, invité pour donner une série de conférences là-bas, et j'étais assez impressionné de voir, donc à l'échelle de quelques années, hein, j'étais il y a 7-8 ans, l'amélioration de la qualité du transport collectif à Pékin, où on offre à l'intérieur donc des rames un certain nombre de services connectés, donc la télé, les informations, je pense qu'elles sont, mais bon, il y a quand même les informations, la télé. Vous avez que donc ce sont des villes qui à l'intérieur des wagons. Ensuite, il y a tout un programme qui s'appelle résilience et qualité de vie, parce que vous savez que donc il y a tout un programme des villes résilientes à Pékin. Donc toute la problématique de la résilience au travers des BD et des villes en permanence, quoi faire en cas de ceci, quoi faire en cas de cela, etc., etc. Et il y a tout un système, donc par exemple au niveau des tunnels, j'ai pris un certain nombre de photos, je les ai publiées sur mon blog, où il y a des systèmes d'holographie qui projettent des informations quand le wagon traverse le tunnel, parce que c'est noir, donc il y a un système d'holographie, il balance des informations, donc vous êtes debout et vous voyez sur la vitre donc des informations qui sont projetées de manière hologrammique qui circulent. Et c'est vrai que ça crée donc un système plaisant. Il y a le Wi-Fi de plus en plus partout. Essayez de faire donc du Wi-Fi à l'intérieur d'une rampe de métro à Paris. Ça connecte jamais, ça marche jamais, etc., etc. Donc tout ça va dans le sens de desservir la qualité de cela et au profit d'autres moyens donc de transport qui devient donc source de congestion. Donc moi je pense que cette approche systémique, elle est intéressante donc toujours à privilégier pour trouver dans cette espèce de chaîne de valeur globale des solutions ou des approches systémiques qui désengorgent un peu dans un contexte de in-fine transformation de mode de vie. Et pour finaliser, donc j'ai participé à un certain nombre de réflexions sur la problématique des coworking, par exemple. Les coworking, les télécentres, les centres à distance. Je suis très impliqué à Barcelone, donc sur le schéma directeur avec Xavier Trias et ses équipes, donc sur la gestion des infrastructures urbaines, etc. Et on voit donc comment le effet du coworking, quand on crée les télécentres et qu'on dispatche sur le télécentre avec moins de déplacements, les impacts que ça produit. Donc 1% de décalage par ici, 1% par là des coworking, 1% d'amélioration de la qualité de vie, 1% d'amélioration de transport périurbain, des parkings, etc., ça désengorge à bout de pourcents, effectivement, une démarche de mieux vivre en ville, voilà, qui est, in fine, l'objectif, qui est notre transformation de nos relations avec l'environnement où nous sommes situés. C'est une forme de mobilité connectée qui dissuade de la mobilité, d'une certaine manière. Oui, tout à fait, oui. Parce que ça, on reste à son bureau. On va faire une mini-pause de questions. Bon, j'en avais une, moi, qui me brûlait les lèvres, mais c'est pas mon rôle de vous poser des questions, c'est vous qui allez en poser. Qui a déjà, dans cette salle de personnes parfaitement sensibilisées aux problèmes de mobilité, utilisé une Autolib? Je pourrais faire ce mini-sondage. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Mis à part ma consoeur Nathalie, qui lève le doigt. Monsieur, c'est tout? Bon, excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est quelque part révélateur de quelque chose. Voilà. Et votre serviteur n'a pas de voiture et a 4 badges d'abonnement à des systèmes d'autopartage en dehors des tickets de métro dans sa poche. Excusez-moi pour cet aparté. Marianne Bacot, CGEDD. Je voulais... on a parlé tout à l'heure de l'organisation de la gouvernance en termes d'organisation de la responsabilité des différentes AOT. Mais on voit bien qu'une des
une des difficultés, un des points essentiels pour l'organisation systémique des transports, c'est l'accès à l'information. Et effectivement, c'est vrai. Je voulais poser la question à la fois, parce que l'information est à la fois importante pour l'organisation des services de transport et également pour l'économie des entreprises qui derrière le font, et avec des intérêts qui éventuellement sont divergents. Donc je voulais demander s'il y avait une réflexion sur quelles étaient les informations qui devraient devenir publiques, auxquelles on devrait pouvoir accéder, parce que c'est un point essentiel de l'organisation de ces systèmes de transport, et quelles sont celles qui... Et par ailleurs, éventuellement même d'ailleurs, une réflexion sur les formats auxquels on y accède, parce que parfois on dit il faut que ça soit ouvert, mais en fait finalement le format permet d'interdire d'y avoir accès, et comme effectivement je disais qu'il y a une divergence d'intérêts parfois entre les questions, voilà. Bon. Les intervenants reprennent la parole. Je peux peut-être donner quelques éléments là-dessus. Le débat sur l'ouverture des données, effectivement, est un débat compliqué dans lequel il y a des intérêts industriels extrêmement importants et même des intérêts de souveraineté, hein, parce que derrière, il y a quand même un petit peu la maîtrise des systèmes qui intervient. Donc ça fait l'objet, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, d'un débat au comité d'orientation de l'Agence française d'information multimodale et de la billettique, qui est une structure qu'on a réussi péniblement, avec petite échelle, à mettre en place au niveau national pour traiter l'un des problèmes difficiles qui est l'interopérabilité, parce qu'on voit bien que tout ça ne peut avoir un sens que si les collectivités qui sont maîtres d'ouvrage, et la loi l'a encore bien confirmé, arrivent à travailler entre elles, puisque les usagers, les voitures, enfin tout passe d'un territoire à l'autre, et s'il n'y a pas une correspondance et une coopération entre ceux qui ont des décisions à prendre, le système n'a pas de réalité. Et en plus, on est aujourd'hui dans un contexte européen qui va nous obliger, et c'est voulu, c'est bien logique, à avoir cette interopérabilité, à la mettre en place, et les États ont un rôle là-dessus. Alors donc il y a eu un débat là-dessus, avec l'idée qu'il y avait déjà des initiatives fortes sur des ouvertures de données, mais qu'effectivement ces ouvertures de données n'auraient pas un sens réel et opérationnel, même pour des startups qui veulent développer des activités, et s'il n'y a pas une normalisation, ou plus exactement des spécifications. C'est-à-dire que la différence étant que la normalisation, c'est un document que l'on utilise quand on le veut, et de façon volontaire, et finalement en utilisant une partie si on veut, etc. Tandis que la spécification a un objectif clair d'interopérabilité et s'appuie sur des normes. Mais si on dit qu'on est interopérable, à ce moment-là, c'est vérifiable, et ça doit être vérifiable. Donc c'est un peu plus qu'une norme, ce sont un ensemble de normes avec un objectif d'interopérabilité, et c'est comme ça que fonctionne l'Europe, et ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer et qu'il faut essayer. Bon. Donc on peut effectivement rendre interopérables des données ouvertes. Et ensuite, il y a une nécessité d'identifier une propriété, des droits sur ce stock, sur ce gisement, et ces droits doivent être gérés quelque part. Là, je crois qu'on peut s'inspirer un petit peu du système allemand qui a été mis en place maintenant depuis 2006, avec une notion de place de marché sur l'utilisation de ces services, et de services appuyés sur des données, de manière à ce qu'on identifie bien quels sont les acteurs qui disposent de sources de données ou de données transformées, avec éventuellement une valeur derrière, donc une responsabilité, et puis les droits qu'ils ont donnés à d'autres acteurs pour faire à la fin des systèmes d'information. Donc ça, c'est une notion de protection avec des mécanismes de licence dans lesquels il va falloir qu'on se mette, et peut-être aussi de valeur appuyée aussi sur des financements, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait simplement des schémas dans lesquels le contribuable paye des autorités, paye des services, des agents
de collectivités publiques ou d'État pour faire des données de qualité qui ensuite vont être fournies gratuitement à des opérateurs de services qui vont mélanger ça avec autre chose, éventuellement de la publicité, pour simplement, avec un objectif affiché unique qui est de gagner de l'argent, quoi. Alors qu'en fait, on est un petit peu dans cette situation-là, et il y a des propos un peu caricaturaux qui vont dans cette situation-là. On voit bien que ça, c'est pas stable non plus. Alors, l'idée que chaque opérateur est libre de fournir l'information qu'il veut dans les formats qu'il veut n'est pas non plus bonne. Donc, il faut trouver quelque chose, et ça devrait faire l'objet d'un débat organisé par Etalab d'ici la fin de l'année, un petit peu sous l'autorité du comité interministériel de modernisation de l'action publique. Donc il faut qu'on aille un petit peu dans cette logique-là. On a eu donc un débat un peu sur le principe qui devrait amener à ce que des documents soient faits et diffusés pour qu'on puisse vérifier que les gens qui en parlent sont bien d'accord entre eux. Et je voudrais signaler qu'il y a quand même eu là un effort important du côté de l'État qui va dans le sens de l'intermodalité, dans le lancement de l'appel d'offres sur le financement des transports collectifs, des tramways, où finalement on a transformé un appel d'offres qui était destiné à aider au financement d'infrastructures, et même c'est l'infrastructure, c'est pas les véhicules d'habitude. Et là, finalement, on demande aussi à ce que dans ces dossiers, il y ait un volet qui soit mobilité, donc c'est services, mais même bien au-delà du service de transport. Alors, l'un des sujets pourrait être effectivement de dire comment fait-on pour assurer des fonctions d'interopérabilité sur les données qui sont là-bas. C'est pour dire que c'est une infrastructure sur la mobilité, mais d'une façon interopérable. Donc on a vu avec le NFC l'année dernière que il y avait 20 millions d'euros, c'est pas gigantesque par rapport aux investissements de transport public, mais ça a permis de faire des systèmes et de concevoir une interopérabilité. Donc peut-être qu'on peut effectivement imaginer, grâce à cet appel d'offres, avoir tout de suite au moins les bases qui puissent se lancer. Ça ne résout pas tout, mais on s'aperçoit que ces points-là sont quand même tout à fait sensibles. Ils ne coûtent pas forcément très cher. Ils peuvent éviter si on les résout correctement, on peut éviter d'avoir à payer des choses très coûteuses après, mais il faut effectivement le faire et le faire vite, sinon on perd un effet important de ce qu'on va faire. Ok, comme la réponse était un peu longue, on va redonner la parole aux intervenants, puis on reviendra vers vous. Je peux juste dire un mot là-dessus, sur l'appel à projet. Oui. Je suis d'accord. Ça ne m'étonne pas que vous réagissiez. Mais il faudrait à ce moment-là aussi aller au-delà des 450 millions. Oui, on y a pensé un peu. Voilà. On y a pensé un peu, mais je ne sais pas là pour l'annoncer. J'ai bien compris. Alors, on va passer à la question suivante, si vous voulez bien, qui concerne le rôle que peut jouer enfin non pas la mobilité collectée, mais les outils de mobilité collectée dans les domaines qui sont à la base finalement du transport intelligent au départ historiquement, qui sont la sécurité. Parce que le premier outil de sécurité intelligente, ça a été les radars, sauf erreur, et largement développé. Donc dans le domaine de la mobilité connectée, en quoi ces outils peuvent contribuer à la sécurité, à la fluidité du trafic, on en a un petit peu parlé, mais de façon plus concrète, à l'optimisation des flux grâce aux interfaces véhicules-infrastructures, et quels outils sont entre les mains des gestionnaires d'ores et déjà dans ces domaines. Et qu'est-ce qu'il y a comme progrès à faire? Carlos Moreno, par exemple. Oui, c'est un sujet majeur, puisqu'il se trouve à l'interface, je dirais, de l'usage en tant que tel et des infrastructures qu'on doit améliorer en permanence et qu'on doit même projeter vers l'avant. Donc c'est un sujet qui pour moi est capital. Et je voudrais dire apporter quelques éléments à la réflexion de manière courte, mais on peut passer beaucoup de temps sur ce sujet-là. Il y a d'une part ce que vous appelez les outils. Je dirais que pour moi, sur ces débats-là, les outils, ce n'est pas uniquement de la technologie. Ça, je tiens à le dire, c'est très important. C'est-à-dire que souvent on dit, voilà, on va mettre en place par rapport à telle et telle technologie, une manière de sécuriser donc le véhicule connecté, la distance automatique, la conduite intelligente, la conduite assistée, etc. Ça, c'est des outils donc, qui évoluent en permanence, mais je dirais qu'il faut un fil conducteur qui soit au-delà de la technologie, qui soit matériel, mais qui également soit immatériel.
Donc, je vais donner quelques exemples donc, pour illustrer mon propos. D'une part, vous parlez donc de radars comme les premiers outils de la sécurité. Vous avez vu qu'une des premières communautés sociales qui s'est créée dans les domaines de la mobilité a été la communauté Coyote lors de la mise en place donc, des anti-radars personnels, en fait, en quelque sorte. Donc, la communauté Coyote, en quelques semaines, elle dépassait les 300 000 utilisateurs et a créé une communauté d'usage qui pouvait aller au-delà tout simplement de savoir à quel endroit se trouvaient les radars pour lesquels il fallait piler juste avant de rentrer en zone. Communauté incivique. Hein. Voilà. Donc, ces communautés sociaux qui sont créées sont liées effectivement à l'effet technologique. D'abord, le radar. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut dépasser le débat de la partie infrastructure pour se situer vraiment à la lisière de l'usage. Et paradoxalement, donc, je voudrais situer dans la continuité ce qui était dit tout à l'heure par rapport à la question. Moi, je pense qu'il y a pas uniquement, je dirais, la manière comme on sécurise des infrastructures, mais je dirais la manière comme la communauté, donc on peut intervenir dans la sécurisation de ces infrastructures. Les contre-exemples du Coyote par rapport à la manière comme on pile justement des rentrations des radars et comme on redémarre en trombe dès qu'on passe dans la zone du radar, donc c'est un exemple des réseaux sociaux utilisés, mais on en a donc d'autres contre-exemples. Et moi je vais prendre... J'étais invité au MIT au mois de novembre, j'ai travaillé avec eux, donc avec Nigel Jacob, qui pilote cette partie de mobilité à l'échelle de la ville, avec ce qui s'appelle donc les services de mécatronique de la ville de Boston. Et il y avait cette notion qu'on appelle nous en France l'open data. Aujourd'hui avec Philippini et Riverdier, donc l'État Lab avec Data Connection fait un travail formidable, mais ils sont allés beaucoup plus loin et c'est devenu une loi qui a été signée par Obama donc, il y a 15 jours, hein, qui s'appelle donc Code of America, qui est une manière de rendre obligatoire tout marché public la publication de toutes les données associées à des fonctionnalités qui font partie des missions de service public. Voilà, ça s'appelle Code of America. À Paris, ça vient de lancer il y a une semaine, ça s'appelle Code for Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette initiative-là, et donc là, je vais un peu au-delà de ce que disait François par rapport à la partie spécification, on est en train de créer des communautés qui, elles, s'approprient de cette problématique de sécurisation des infrastructures, dans un sens ou dans l'autre, pour proposer des usages de services et dans lesquels il y a une espèce de pression qui s'est créée sur les services publics également. Donc c'est pour ça que dans ces côtés d'initiatives citoyennes, des participations, des pouvoirs de la multitude, il y a cette espèce de pouvoir et contre-pouvoir qui fait également avancer les choses. Donc moi je pense qu'en France aujourd'hui, c'est un débat qui démarre à peine. Hein. Je pense que la création donc, de l'État Lab comme un bras armé de l'État, je dirais, pour tout ce qui est participation citoyenne au niveau de l'interopérabilité, de la publication des données, etc., doit avoir des effets vertueux dans la manière comme on construit une sécurisation de ces infrastructures ou la poussée d'un certain nombre d'applications, etc., permet d'améliorer le service. Et, donc le patron du Sensible City du MIT, Carlo Ratti, me racontait l'expérience avec les SNCF en France, où la première expérience d'ouverture de données dans les transports a été faite il y a 2 ans par les SNCF, où les données de la SNCF a été ouvertes donc, dans le cadre d'une collaboration avec le MIT pour faire la cartographie en mode data visualisation de tout le retard de la SNCF, donc dans une période donnée. Vous allez sur le site de SNCF, vous le trouvez, il est magnifique, et ça a permis de mettre donc, un espèce de focus sur un certain nombre de fonctionnements, mais issus de données strictement publiques, c'est-à-dire la contribution que la SNCF avait mis en place. Voilà. Donc moi, je pense que ces outils-là, en France, sont générateurs non seulement des valeurs, mais également des créations de valeurs par la communauté en tant que telle. Et moi, en tout cas, je suis très sensible au fait que dans les débats sur les infrastructures, bon, on peut aborder après la partie technologique, etc., mais j'ai fait le pari dans cette intervention de faire un zoom, je dirais, pour sensibiliser sur cette notion, donc non pas seulement d'ouverture de données, mais de la création des valeurs par la mise des données qui sont agrégées ensuite en termes fonctionnels. Le tranquillien, c'est un effet de ce qu'on vient de dire, hein, depuis que la RATP a mis donc toutes ces lignes à notre Twitter. Les informations sont publiées et ça a un effet de la multitude de contre-pouvoirs. Hein. Vous savez quasiment en temps réel, quand il y a une panne de telle ligne métro, rien que par l'effet de Twitter. Donc, moi, je pense que là, il y a une réflexion pour laquelle les réflexions, l'habitude, nous, on a un peu plus de mal, mais je pense qu'on y vient.
Roland Ries, ces outils publics, enfin cette utilisation publique des outils de mobilité connectée, est-ce que vous en avez là une perception proche de celle de Carlos Moreno? Vous parlez de l'open data? Entre autres, l'open data comme permettant de régler à la fois les problèmes de sécurité, de gestion du trafic. Je ne vais pas les régler, mais de créer des outils des pressions pour avoir un cercle vertueux d'amélioration. Oui. C'est pas ça qui les règle, mais ça crée un cercle vertueux. D'accord. Je pense qu'effectivement, on a là aussi un champ qui est ouvert, qui peut aller jusqu'à la conduite automatique des véhicules individuels. Si le système est suffisamment performant, avec les capteurs, que sais-je, sur le bord des routes, on peut... on n'est pas là, hein, mais pallier les déficiences humaines les accidents, c'est toujours ça. Alors, il peut y avoir des déficiences techniques aussi. Hein, c'est très important. Mais moi, alors honnêtement, je ne suis pas vraiment compétent pour parler de ça, mais on est dans une période de mutation en profondeur, à la fois du transport en commun, du transport public, et de l'usage individuel des véhicules. On va vers d'autres formes d'usage, et les technologies en évolution constante, on ne sait pas, dans 3 ans, dans 5 ans, où on en sera là-dessus. On voit simplement qu'on est dans une révolution copernicienne. Voilà. On va dire autre chose là-dessus. Jean-François Jalin, sur cette question 4. Alors, je crois qu'effectivement, c'est pas anormal que quand on parle de ces sujets, on arrive à la conduite automatique à un moment, puisque finalement, le mot même transport intelligent a été un peu initié sur l'idée de la voiture intelligente ou de l'autoroute automatique. Hein. C'était donc, on retombe en Californie, là, années 90, où effectivement on avait une industrie qui avait envoyé des véhicules dans la Lune et qui s'est dit, mais sur des voies, des routes à 7 voies dans chaque sens, s'il y avait des robots qui conduisaient les voitures, ça irait certainement mieux. Et c'est bien clair que ça aurait été mieux. Le problème, c'est que la responsabilité du conducteur, du constructeur automobile, du gestionnaire de l'infrastructure aurait été différente. Et on n'était certainement pas capable à l'époque d'inventer en quelques semaines le contexte juridique qui permettait d'appuyer cette technologie. Alors, donc, il y a eu des démonstrations qui ont été faites dans cette orientation-là, hein, aux États-Unis et au Japon avant, qui avaient bien vu qu'il y avait quelque chose, donc ils ont voulu se dépêcher de montrer qu'ils étaient encore plus forts des fois que les Américains commençaient à vouloir le faire et que à ce moment-là leur technologie aurait été utile. Et puis cette idée d'autoroute automatique a été arrêtée brutalement sur l'idée que mais qui est-ce qui va payer s'il y a effectivement peut-être 10 fois moins d'accidents qu'il y en avait à l'époque, mais ces accidents ne seraient plus gérés dans un contexte où le conducteur est considéré comme le principal responsable, et c'est vrai en gros, c'est pas forcément vrai toujours dans le détail, mais enfin c'est vrai en gros, et socialement ça amène à ce qu'il y ait un mécanisme de permis de conduire, de formation et d'assurance qui fait qu'on gère ces accidents de la route d'une façon différente des accidents aériens, par exemple, où je dirais quand on ne conduit pas un avion en général, on est dans un mécanisme où la société gère différemment les accidents d'aviation. Ça veut dire que là, on revient à ce sujet aujourd'hui avec ces systèmes automatiques, et on voit arriver un peu des choses, des événements un peu sur la même logique comme la Google Car, qui effectivement essaye d'avoir une structure privée qui fabriquer des photos de toutes les infrastructures et puis après va essayer de vendre
au monde ébahi le fait que si effectivement vous êtes dans un véhicule et que vous êtes uniquement occupé à faire vos mails et à regarder des films vendus par la même société, en tant qu'individu, vous n'allez pas créer beaucoup de risques par le fait que vous êtes sous, que vous vous mettez à accélérer quand c'est pas nécessaire, etc. Donc vous allez être très très calme à l'intérieur de votre véhicule. Probablement que ça va créer moins d'accidents. Et à ce moment-là, il faut que la société en question arrive à prouver à la communauté qu'elle est capable d'avoir acheté des sociétés d'assurance qui vont garantir les conducteurs, les infrastructures contre tous les événements qui vont se passer. Là, on ce schéma-là n'est pas celui. Oui, on atteint quelque part les limites de la mobilité connectée. Là. Tout à fait. C'est une des voies oui. dans lesquelles il y a effectivement beaucoup d'argent qui est développé aujourd'hui. Et il y a peut-être d'autres voies qu'il faut peut-être imaginer, qui seront plus proches de ce que nous savons faire, de nos habitudes, qui seraient effectivement des coopérations entre des gestionnaires d'infrastructures qui sont conscients de leurs responsabilités sociales, hein, parce que c'est aussi des collectivités, et la voiture n'était qu'un utilisateur parmi d'autres des infrastructures publiques. On a fait des routes avant qu'il y ait des voitures, en fait, hein, et on a d'autres modes de transport qui peuvent avoir droit à utiliser les routes et pas seulement des véhicules automobiles à moteur. Et d'autre part, que les systèmes puissent être pilotés et effectivement garantis. Bon, donc c'est une des applications des systèmes coopératifs d'imaginer des véhicules qui soient en peloton, avec des mécanismes qui les guident, puisque quand on est en peloton, on roule tout à la même vitesse et la distance entre les véhicules peut être réduite. Et à ce moment-là, on fait les calculs et on voit que on pourrait multiplier par 3 la capacité des infrastructures qu'on va avoir du mal à Jean-François Jeunet, il faut qu'on c'est une voie de recherche. Oui. Je ne dis pas qu'on va le faire dans 3 ans. C'est une voie de recherche, mais si on a envie de le faire, il faut... En même temps, vous anticipez sur la dernière question qui portait justement sur l'avenir. Bon, mais finalement, avant de parler de l'avenir, quels sont les outils, les bons exemples aujourd'hui qu'on peut citer, sans forcément citer des marques, j'allais dire, vous avez cité la Google Car tout à l'heure, mais quelles sont les initiatives de mobilité connectée qui répondent à ce pourquoi elle est censée être là, c'est-à-dire à plusieurs vertus, une mobilité durable, intermodale, favorisant le report modal. Quels sont les exemples que vous avez en tête, en France ou à l'étranger, de ces devices, comme on dirait en anglais? Je peux. Alors d'abord, je vous signale que Strasmap m'apprend qu'il y a eu un accident sur l'A35 à Geisbolsheim, sens sud-nord, accrochage ou à gauche, etc. Voilà, donc, en temps réel. Bravo. Mais je voudrais pas revenir... trop grave, j'espère. J'espère. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire là concernant les idées du futur. Il y a un projet chez nous là en Alsace qui est porté par le groupe LOR d'ailleurs, pour ne pas le nommer, qui s'appelle CATS, qui justement ce système de véhicules individuels non pilotés, mais qui venant de la capillarité rurale, vont vers des autoroutes où elles s'accrochent les unes aux autres. C'est du transport individuel qui devient collectif à partir sur certains axes. Donc on a l'addition, la fusion du véhicule individuel et du transport collectif selon les endroits où on est de nouveau. Il y a des endroits où effectivement on a besoin de véhicules individuels. Mais au fur et à mesure qu'on s'approche des centres urbains et des zones denses, eh bien, ces véhicules individuels se connectent les uns et les autres et deviennent un mini-tram en quelque sorte. Alors ça n'est possible qu'avec effectivement des systèmes sophistiqués de pilotage automatique là, on est vraiment dans l'expérimentation pour l'instant. Hein, mais on peut l'imaginer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne sait pas vers où on va. Mais on y va. Et dans 2 ans, dans 3 ans, on aura encore inventé le jeu. Moi, je suis frappé par cette diversité
des solutions qui sont apportées aux questions de mobilité à partir des technologies de l'information et de la communication d'aujourd'hui. Oui, donc, oui, je ne vais pas tellement parler des exemples trop concrets, il y a un certain nombre, on en a parlé, mais je vais parler des voies d'avenir, donc plutôt. Et il y a un élément de recherche qui me tient à cœur, que je vois avancer donc, dans certains pays anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle la réversibilité en temps réel de la signalétique urbaine. C'est-à-dire qu'on a une problématique, ça a été appliqué en France, dans un cas très précis, un grand pont qui se trouve donc, pour ne pas citer Saint-Nazaire, à Martial qui est là, et c'est de quoi je parle. Et donc, moi je suis très attaché à ce type d'usage dans lequel la technologie est mise au service dans ce qu'on appelle le contexte. C'est-à-dire que la problématique, c'est que nos infrastructures urbaines, pour parler de celles-là, elles vivent, je dirais, dans les paradigmes de 19e et 18e, même d'avant, quand elles ont été créées, c'est-à-dire qu'elles sont figées de manière vasculaire. Donc c'est des artères et c'est des capillarités figées. Vous avez un sens interdit, il est à vie, depuis la nuit des temps, etc. Et vous avez donc des voies pour lesquelles il y a très peu de voitures qui circulent dans certains sens, mais vous avez le bouchon qui se prolonge d'autres. Et les réflexes de tourner à gauche, on ne peut pas le prendre pour sortir parce que c'est sens interdit. Donc c'est cette notion qu'on appelle la réversibilité de la signalétique en temps réel. Quand on a aujourd'hui la capacité à avoir des systèmes géographiques en temps réel, comme Strasmap vient de le signaler, quand on a des systèmes, des objets connectés qui nous permettent de donner des informations en temps réel, quand on est capable de connaître le flux des véhicules au mètre près, aux quelques mètres près, quand on est capable de connaître globalement, en tant qu'usager, en tant qu'utilisateur, la densité de transport donc, qui est dans une certaine zone, plus quand on connaît la multimodalité de tous les types d'usages qu'on a dénombrés, donc il n'est pas compliqué à ce moment-là de quitter donc, nos vieilles pancartes flèches blanches et noires pour les transformer par des outils donc, en temps réel de l'ubiquité, donc électronique, dont la réversibilité pourrait être assurée en fonction de ces contextes-là pour changer l'essence, le temps que ça se désengorge. Et moi, je pense que donc, ça fait partie des outils sur lesquels il y a une vraie réflexion de ce qu'on appelle donc, la mobilité contextuelle, qui pour moi est vraiment l'axe du futur, parce que ça permettra, à peu de frais, parce qu'aujourd'hui un panneau connecté c'est natif, il y en a partout pour faire de la pub, mais on ne l'utilise pas pour notre signalisation routière, ce qu'on appelle la signalétique verticale et horizontale. Dans ces démarches connectées, gérées par des gestionnaires et complétées par la multitude. Et là, on va vers cette rencontre entre les usages, les services, la multitude et la technologie mise au service d'une contextualisation. Et moi, je pense que c'est vraiment une voie d'avenir. Et les quelques expériences qui ont été faites montrent que c'est possible quand même. Bravo pour cette conclusion qui montre que vous êtes vraiment un chercheur et un entrepreneur civique. Je crois que Philippe Duron a un programme chargé. Non, ce que je veux dire, non, mais Philippe, pour que vous ayez le temps de faire deux mots de conclusion, est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions? On peut prendre une ou deux questions. Alors la parole est à la salle. Georges Lebias, ma question portait sur le début de la discussion concernant la gouvernance. Alors j'ai été ravi d'entendre ce que dit M. Ries sur la gouvernance et sur le rôle de la région comme fédérateur de l'ensemble. Comme habitant secondaire de PACA, ce que vous avez dit ne me paraît pas très bien s'appliquer à PACA, où il y a des tas de discussions. Oui, c'est un cas particulier. Bon, ma question était que les zones de mobilité ne correspondent absolument pas aux divisions administratives. Et l'Alsace est très intéressante puisque depuis Strasbourg, vous avez des migrations vers l'Allemagne, vers Kehl. Au sud de l'Alsace, il y a aussi beaucoup de déplacements entre la Franche-Comté, la zone de Montbéliard et la zone de Colmar, enfin de Mulhouse. Même chose de Mulhouse vers Bâle. Comment voyez-vous un mode de coopération un peu plus large que ce que vous avez indiqué? Est-ce que c'est
au cas par cas? Est-ce que ça peut être un peu préparé? Comment voyez-vous ça? En un mot à cette question complexe, s'il vous plaît. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà difficile de le faire au niveau des structures existantes. Mais il faut le faire. On en est loin encore. Hein. J'ai parlé du Coco AOT régional chez nous. C'est vraiment très empirique. Pour mettre en place une tarification unique régionale, on en parle depuis des années, mais on en est encore loin, parce qu'il y a le problème des chambres de compensation, enfin, la méfiance des opérateurs de transport les uns par rapport aux autres. Moi, je vais perdre dans cette affaire-là, lui, il va gagner. Je pense d'ailleurs que les nouvelles technologies, de ce point de vue, elles devraient faciliter les choses aussi, me semble-t-il. Alors, pour aller au-delà des territoires régionaux, c'est évidemment souhaitable. Je pense que vis-à-vis de l'Allemagne, nous, on a mis en place un Eurodistrict où les questions de mobilité transfrontalière sont abordées. Pour l'instant, on n'a pas de planification commune, mais on construit un prolongement du tramway de Strasbourg vers Kehl. Non sans difficulté, parce que les systèmes politico-administratifs français et allemands sont substantiellement différents les uns des autres, et que si on ne secoue pas le cocotier administratif et juridique, on n'y arrive jamais. Enfin, voilà, donc il faut aller dans ce sens-là, mais commençons déjà par les entités existantes, même si évidemment elles sont parfois artificielles, un peu moins en Alsace que pour d'autres régions. Vous en avez cité une. Nous, on a quand même un territoire qui est très identifié, culturellement, historiquement, en habitude de vie quotidienne. Ça ne veut pas dire que les Alsaciens ne sortent pas de chez eux, qu'ils ne vont pas à Montbéliard ou ailleurs. Je pense que il faut aller dans ce sens-là, mais commençons par le commencement, c'est-à-dire par la région. Et dans la loi sur l'acte 3 de la décentralisation, il y a déjà du boulot là-dessus. Une dernière question ou pas? Est-ce qu'il y en a une? Oui, je vous en prie. Oui, Hervé Tarade, consultant transport, bonjour. Juste une question, elle est peut-être trop pratique pour être une dernière question, mais est-ce qu'il n'y a pas un élément du réseau, du maillage des campagnes et des villes qui n'est pas pris en compte, qui est le service taxi et le service de voiture, qui est un service intelligent, très connecté? Est-ce que dans la réflexion des villes, il est intégré comme un développement possible en fait, de services prioritaires, un certain nombre de choses? Oui, je crois qu'effectivement, tout ce qui est autour du taxi, enfin d'un véhicule qui est à disposition de plusieurs usagers, mais qui a un conducteur à l'intérieur et quelqu'un qui maîtrise ce qui se passe à l'intérieur de la voiture, est à penser et à repenser assez considérablement. Hein. Puisque finalement, le taxi, jusqu'à présent, était quand même un commerce dans lequel on n'a qu'un seul client à la fois, quoi. Bon, et les technologies permettraient d'avoir plusieurs clients à la fois dans un taxi. C'est pas tellement difficile. Taxi collectif. Oui, mais je dirais les technologies ne l'organisent pas vraiment. L'interopérabilité de ce genre de système n'existe pas, et le mécanisme d'intégration avec d'autres systèmes d'information encore moins. Donc je crois que là, il y a vraiment quelque chose non pas à inventer, mais à mettre en œuvre. Et je veux dire, si on parle de covoiturage, c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et logiquement, ça devrait être plus facile de le faire avec une personne à l'intérieur que sans personne à l'intérieur. Bon, et je crois que ça fait partie des innovations. Moi, je crois qu'on n'a pas sur tout ça aujourd'hui un lieu dans le monde dans lequel on pourrait dire on a mis en place un petit laboratoire dans lequel tout ça fonctionne. Bon, peut-être aller à La Rochelle, effectivement, on trouve sur un périmètre assez étroit des innovations les unes à côté des autres depuis longtemps, ce qui montre que quand même quand on a la volonté d'innover régulièrement, on peut modifier la situation. Mais le
problème, c'est que c'est un territoire qui n'a pas essaimé ni autour de lui ni ailleurs des innovations en tant que telles. Et je crois qu'on va être obligé, effectivement, de faire appel à vous, je dirais, aux médias, pour aider à ce que ces innovations qui sont éparpillées se comprennent entre elles, dialoguent entre elles, parce que ce qui peut être vrai dans un contexte peut ne pas être acceptable dans un autre, et que là, on a un vrai problème de coopération, finalement, entre des acteurs ayant des responsabilités analogues, mais différentes un petit peu, des contextes différents, mais on ne peut pas rester pour mettre ça en œuvre dans des initiatives isolées. On a eu l'occasion récemment, avec quelques confrères, à l'invitation d'un grand opérateur de transport, de voir aux États-Unis un système, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle IntelliRide, qui répond un peu à la question de monsieur, qui consiste à faire en sorte que l'utilisation des véhicules à la fois collectifs et individuels, jusqu'au taxi, dans le transport à la demande, y compris celui des personnes handicapées, qui est très important, soit complètement connecté. C'est-à-dire que lorsque il y a trop peu de monde pour prendre quelqu'un pour lancer un bus ou même un minibus, ben on se reporte vers le taxi. Donc ça fonctionne en tout cas. Techniquement. Techniquement, il y a un problème institutionnel parce que les taxis dépendent des préfets. Enfin, il y a du ménage à faire. C'est dans un autre contexte. Qu'est-ce que retraite des taxis ? Est-ce que... pas d'autres questions ? Philippe, vous concluez ? C'est tout un phénomène social. Bon, mais tout d'abord, je voudrais remercier Michel Agege pour avoir animé cette longue réunion, et puis remercier nos trois invités, Roland Ries, Jean-François Janin et Carlos Moreno, pour nous avoir guidés sur le chemin du futur. On assiste ici à plusieurs phénomènes. Tout d'abord à un métissage de techniques et de technologies, les technologies de l'information et les technologies du transport. Et cela aboutit à ce qu'on pourrait appeler une mobilité augmentée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir bouger mieux, plus intelligemment, plus efficacement, en utilisant l'ensemble des outils qui sont à notre disposition et en le faisant d'une façon pertinente. C'est ça, je crois, qui va être important pour nos concitoyens et les usagers. Et ils commencent à se saisir de ces techniques. Roland a expliqué tout à l'heure que depuis 2 ans déjà à Strasbourg, on peut se renseigner, et il l'a fait en direct tout de suite, sur les questions de transport. À Caen, on a un système comparable, et maintenant, on a 20 000 utilisateurs qui, tous les jours, tous les mois, je veux dire, regardent avec leur smartphone l'itinéraire qu'ils vont faire en utilisant les QR codes ou les flash codes qu'il y a sur les stations de bus, les stations de tramway ou les stations de vélo partagées. On a là donc quelque chose sur lequel les usagers sont très friands, pour lesquels ils sont très friands. Alors, cela leur donne une plus grande autonomie, une plus grande liberté de choix, parce que tout à l'heure, Roland disait il faut doubler l'effort d'investissement pour faciliter le transfert modal de 10% des usagers. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne disent pas « j'abandonne un mode pour aller vers un autre », mais « je veux disposer d'un choix entre plusieurs modes pour me déplacer en fonction du moment, en fonction du temps, en fonction de la configuration de mon déplacement. Est-ce que je me déplace seul? Est-ce que je me déplace en famille? J'avais été frappé il y a 3 ou 4 ans à Copenhague, en parlant de mobilité avec des spécialistes là-bas, de voir que le vélo s'y est considérablement développé. 1/3 des usagers. Le transport en commun, même chose, remarquablement organisé. Mais cependant, dans les 20 dernières années, le nombre de voitures a augmenté. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que les gens, ils utilisent l'ensemble de la palette des outils qui sont à leur disposition. On ne fait pas le même déplacement quand on emmène, j'allais dire, sa famille nombreuse en vacances ou quand on va le dimanche au bois. Et on peut même avoir 2 vélos, un pour l'usage quotidien, un pour l'usage sportif. Voilà, ça c'est, je crois, une des tendances que l'on va voir dans les mois et les années à venir. Deuxième élément, tout change très vite. On le voit bien, les technologies évoluent très vite et les usages aujourd'hui sont en train d'accompagner ces technologies. Et parfois même, les usagers nous font bouger plus vite que nous
l'imaginions à l'origine des innovations. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut être à l'écoute des usagers, il faut être à l'écoute de leur capacité à utiliser ces outils nouveaux. C'est tout à fait important. Et puis enfin, il nous faudra... Aujourd'hui, nous sommes sur des expérimentations en grandeur réelle, mais locale. Et donc demain, il va falloir passer d'une expérimentation ou d'un système local à un système plus généralisé, pour ne pas dire universel. C'est l'interopérabilité notamment, c'est la possibilité, quand on est usager de Strasbourg, de Nice, de Toulouse ou de Caen, avec son application smartphone, de pouvoir acheter son ticket de transport quand on change de ville, de pouvoir ne pas aller chercher le bon guichet, le bon bureau de tabac pour avoir son ticket de métro à Rennes ou son ticket de tramway à Strasbourg, mais pouvoir, avec son appli, très vite, se déplacer intelligemment et se déplacer France entière et peut-être demain Europe entière. Et ça, je crois aussi que c'est un des éléments qui va venir vite. On peut penser que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ces phénomènes d'interopérabilité vont fonctionner. Mais là, on aura peut-être l'occasion, Michel, de faire un petit déjeuner européen, comme nous avons fait une assemblée générale européenne la semaine dernière, pour parler de ces choses-là en Europe, parce que là aussi, l'échange de bonnes pratiques, le benchmark, sont des choses utiles et nous permettront d'aller plus vite au service d'une mobilité intelligente, accessible et efficace. Et augmentée.